Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment saisir de nouvelles métadonnées. Cela se passe dans GeoNetwork, qui est la principale brique logicielle de la plateforme Padre. Commençons par un rapide rappel. D'abord, qu'est-ce qu'une métadonnée? On décrit souvent la métadonnée par la donnée à propos d'une donnée. C'est étymologiquement correct, pas toujours parlant. Donc on va essayer de préciser un petit peu plus. La métadonnée, c'est la fiche descriptive qui me permettra de savoir ce que je récupère avant même de l'avoir récupéré. C'est, si je veux prendre des analogies, c'est l'étiquette sur un pot de confiture, c'est la liste des ingrédients sur un paquet de biscuits, la fiche descriptive d'un film sur une plateforme de téléchargement, ou pour un exemple que j'aime bien, qui est les bibliothèques à l'ancienne, où on avait des fiches papier qui décrivaient le synopsis d'un livre, son auteur, etc. Donc voilà, ça c'est de la métadonnée, et c'est ça qu'on va faire, c'est ce type de fiche qu'on va manipuler. Pour faciliter l'archivage et le catalogage, ces fiches elles vont suivre un format précis qui est défini par un standard. De nos jours, pour les données géographiques, le standard le plus répandu c'est l'ISO 19139. Alors pourquoi remplir les métadonnées? La réponse la plus rapide serait pour faire marcher le moteur de recherche du catalogue. En effet, pour que le moteur de recherche intégré dans GeoNetwork, donc dans Padre, puisse trouver des métadonnées, les, euh, les recherches, l'indexation de ce moteur se fait sur le contenu des fiches de métadonnées, donc les recherches se font sur ce contenu. Dans une plateforme Padre, donc le catalogue, on va l'avoir ici, et les recherches, tout ce que je vais taper ici, va se faire à partir des métadonnées qui ont été saisies. Par exemple, ici je vois qu'on a pas mal de données, de métadonnées qui sont globales et qui sont écrites en anglais, et si on fait la recherche eau au lieu de water, on ne va pas trouver les mêmes choses, ce qui veut bien dire qu'au niveau des mots-clés et du contenu, en fait, on n'a pas forcément eau qui a été référencée dans les mêmes fiches descriptives des données. Donc c'est pas sur la donnée, mais sur la description qu'on va en faire que les recherches vont se faire. Au-delà de cet aspect, nombre de métadonnées sont nécessaires pour un bon usage de la donnée associée. C'est-à-dire une fois qu'on l'a récupérée ou pour savoir ce qu'on va devoir récupérer. Par exemple, la date de réalisation. Si jamais la donnée date d'il y a 20 ans, ça n'aura pas les mêmes implications que si elle a été réalisée l'année dernière. Ou si elle est encore en cours d'élaboration, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas finalisée ou validée. Donc pareil, son état. Finalisé, validé, en cours de réalisation, etc. Le mode de production de la donnée. Comment est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait par des missions sur le terrain? Est-ce que ça a été fait à partir d'imagerie satellite basse résolution? Est-ce que ça a été fait par de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça a été fait en combinant des données existantes? Et dans ces cas-là, quelles sont les données et quelles étaient leurs métadonnées? Donc je vais creuser plus loin pour savoir quelle est en fait derrière, je vais avoir des informations de qualité, d'utilisabilité et de contexte. Quelle est la résolution de cette donnée? Si elle a été, si sa résolution est, on va dire, à l'équivalent 1 millionième ou équivalent 1 25 millième, on n'en fera pas la même chose. Ce n'est pas la peine d'utiliser du 1 millionième pour travailler précisément localement, et le 25 millième va des fois être beaucoup trop détaillé pour un usage global. Les droits d'utilisation. Est-ce que la donnée est soumise à un copyright? Est-ce que je vais avoir le droit d'inclure ma donnée dans un ensemble que je vais distribuer ou de l'utiliser pour produire des informations que je vais publier dans un rapport? Le point de contact. Si j'ai des questions à poser, à qui je les pose? Si je dois citer la source de cette donnée, quelle est cette source? Donc le point de contact est important. La projection cartographique. Globalement, en cartographie sur Internet, on a tendance à essayer de publier des données sur un format soit géographique en EPSG 4326, soit beaucoup on utilise du Mercator. Mais quand on travaille localement dans un pays, on a souvent des projections qui sont nationales et qui ne sont pas toujours connues par les autres personnes. Et des fois, si la projection cartographique n'est pas renseignée avec la donnée et qu'elle n'est pas signalée dans la métadonnée, des fois c'est un vrai casse-tête pour s'y retrouver. Quelle sera l'emprise? C'est pareil, c'est pas la peine de récupérer une donnée si elle ne concerne pas le territoire qui nous intéresse.
c'est plus simple si on a cette information-là au niveau de la métadonnée et qu'on n'est pas obligé de télécharger une donnée pour voir quelle est son emprise et se rendre compte que c'était pas la peine de télécharger ces 500 mégaoctets de données. Voilà, etc. Donc on a plein d'informations là-dedans qui vont être cruciales pour le bon usage de la donnée. Sans ces informations, on risque d'utiliser une donnée en dehors de son cadre légitime d'utilisation. Légitime pouvant signifier un certain nombre de choses, y compris, enfin, ça peut être un problème de droit d'usage, mais aussi de pertinence d'usage. Alors, pourquoi placer ces métadonnées dans un catalogue? On pourrait m'objecter que la métadonnée pourrait suivre le fichier, et puis bon ben voilà, on gère ça sur son système de fichiers, on peut le faire passer entre collègues, etc. Alors souvent entre collègues, on se fait passer des fichiers. Par exemple, des données de référence. Un collègue va avoir un certain nombre de données de référence, on en a besoin, on va aller le voir, on va lui demander directement, il va nous copier ça sur une clé USB et on va l'utiliser. Alors il arrive, je l'ai vu, qu'un de ses collègues ouvre à un moment ou à un autre la donnée en édition de façon accidentelle et en altère un élément. Par exemple, elle va déplacer un polygone. Pas beaucoup, juste un peu. Peut-être même qu'elle l'a remis en place, à la main. Sauf que ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il y a un léger décalage maintenant. Du coup, une donnée qui était topologiquement correcte au départ ne l'est plus. Et cela va perturber de nombreux traitements ultérieurs. Alors, cette personne, comme ses collègues, va partager volontiers les données de référence qu'elle a récupérées sur son ordi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce fichier qui a été altéré accidentellement devient la donnée de référence à la place de la donnée précédente. Ou alors c'est un produit qui a été généré à partir de ce fichier, et bref, on va avoir des données qui vont servir de référence. Tout le monde va être persuadé qu'elles sont nickel, et qui en fait sont devenues topologiquement incorrectes. Alors ça peut être topologiquement, ça peut être aussi une édition dans les attributs, enfin bon, bref, vous voyez ce que ça peut donner. Et ce scénario se produit beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et en général, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un qui soit chargé tout d'un coup là d'expertiser par exemple la qualité des données, ou un besoin particulier, ou un traitement et qui va rater parce que la topologie n'est pas bonne. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? La donnée, je vous le jure, elle était bonne. Donc ça crée vite des complications. Alors un catalogue, ça va permettre d'établir un point de référence. La donnée de référence, elle est documentée dans le catalogue. Quand on a généré à l'issue d'un travail précis et méthodique une donnée, on la catalogue et on la documente dans ce catalogue de référence. Et du coup, quand quelqu'un va vouloir la récupérer, il passe par ce catalogue et pas par un collègue. De sorte que on utilise toujours la même référence. Ce qui veut dire qu'en fait, l'effort, il est focalisé à un point, c'est-à-dire cataloguer la bonne donnée et ne pas introduire d'erreur dans le catalogue. Le reste du temps, finalement, on peut se permettre d'y introduire des erreurs parce qu'on pourra toujours revenir sur une donnée de référence qu'on sait être bonne. Voilà. Bon, voyons maintenant comment documenter une donnée dans un catalogue, ou en d'autres termes, saisir une métadonnée. Pour saisir une métadonnée, il faut avoir au moins le profil éditeur dans un groupe de travail, dans le groupe de travail où on voudra la ranger. Pour plus d'informations sur les profils et les groupes et la gestion des utilisateurs dans GeoNetwork, je vous invite à vous référer à ma vidéo précédente dédiée à la gestion des utilisateurs dans GeoNetwork. Pour la démonstration qui va suivre, je vais prendre le rôle d'un utilisateur fictif créé pendant la vidéo précédente, Marcel Dupont, membre des groupes VVF et Banque mondiale. Il a le statut éditeur seulement dans le groupe Banque mondiale. Et dans le groupe VVF, je lui ai mis un statut plus élevé. Donc peut-être par exemple dans le groupe Banque mondiale, il sera uniquement éditeur parce qu'il n'a pas le recul suffisant, pas la vision interne suffisante pour savoir si une donnée produite dans le contexte de la Banque mondiale peut être rendue publique immédiatement. C'est le profil éditeur, c'est le plus petit profil qu'on peut donner pour quelqu'un qui va devoir saisir de la métadonnée. C'est en fait un profil qui permet de créer de la métadonnée sans restriction, la seule étant que ne pourra pas la rendre publique, c'est-à-dire publier la métadonnée, c'est-à-dire qu'elle soit visible pour quelqu'un de non identifié sur le catalogue. Donc ça, nous verrons ça tout à l'heure, et nous verrons ensuite comment on fait pour publier, c'est-à-dire il faudra que quelqu'un avec un profil supérieur décide de la publier. Je vais documenter une donnée fictive à propos de zones d'expérimentation contre la désertification dans le nord du pays.
Nous supposerons que le programme Make the Desert Green Again est financé par la Banque mondiale, ce qui justifie dans ce contexte d'associer cette donnée au groupe Banque mondiale. Je rappelle donc bien sûr ici, c'est une donnée entièrement fictive. Ok. Donc, pour rajouter une métadonnée dans mon catalogue, déjà, il faut que je sois identifié. Donc, je vais m'identifier en tant que l'utilisateur M Dupont que j'avais créé. Alors, je veux en français. Voilà, donc je suis identifié ici. Et en fait, pour créer une nouvelle métadonnée, je vais avoir deux endroits. Je vais pouvoir ici, donc si je clique sur le petit bonhomme là en haut à droite, je vais pouvoir... Ah, attendez, je vais nous mettre un pointeur qui va bien, ça sera plus facile. Comme ça on voit mieux où est ma souris. Donc ici en haut à droite sur le petit bonhomme, je clique, j'ai accès à un certain nombre de choses et notamment je peux créer directement ici une nouvelle métadonnée. Alors je ne vais pas passer par ici, je vais passer par gestion des métadonnées, parce que c'est une partie de l'interface qui est intéressante. En fait, quand on est dans la partie console d'administration, on le retrouve ici, sur contribuer. Si on clique sur contribuer, on tombe sur ce panneau-là, qui est intéressant parce que là, il m'apporte une visibilité sur les métadonnées déjà disponibles, qui les a fait, etc. Et je peux par exemple lister uniquement les fiches dont je suis auteur, si je clique ici sur uniquement mes fiches. Ou alors je peux faire de la recherche comme dans le catalogue. Donc je vois que j'ai déjà une métadonnée, qui n'est pas publique, ça je l'ai remise privée parce que c'est pareil, c'est une autre donnée fictive, on ne va pas polluer le catalogue avec des données visibles et fictives. Et donc je vais pouvoir créer une nouvelle fiche. Problème de mise en forme. Grave. Je vais pouvoir ici rajouter une nouvelle fiche, et c'est ce que je vais faire. Alors sinon je peux donc, comme on avait vu tout à l'heure par là-bas, et ici aussi je peux sur le menu ajouter une fiche. Je retrouve les mêmes éléments ici dans ce menu que là sur le côté où je vois que j'ai un mélange qui pourrait compliquer l'utilisation. Donc je vais ajouter une fiche. Alors l'ajout d'une nouvelle métadonnée, donc ici on a juste les jeux de données qui sont proposés, on pourra avoir d'autres types de données. Et c'est ce qu'on va décrire là. On va utiliser des modèles. Alors les modèles, c'est un outil qui est très pratique pour simplifier la saisie, c'est-à-dire qu'en fait le standard ISO 19139 est très complexe, très riche. Et on va se simplifier la vie en partant d'un modèle qui nous prépare déjà une structure avec des éléments qui vont nous concerner et en ne proposant pas d'autres éléments qui ne nous intéressent pas. Donc quand il manque un élément, on peut toujours ensuite revenir sur le standard ISO en chercher des nouveaux, enfin rajouter les éléments qui ne sont pas proposés dans le modèle. Mais globalement, si on choisit le bon modèle ici, on va avoir déjà bien assez de choses à renseigner. Donc là, par exemple, c'est une donnée vectorielle. Ça va être des différentes zones d'expérimentation dessinées donc en données vectorielles. Là, je vous expliquerai pas ce que c'est que du vectoriel et du raster. Là, ce sont des considérations SIG en dehors du cadre de ces tutoriaux. Donc on va supposer que vous savez ce que c'est. Sinon, je vous invite à vous documenter sur les types de données SIG. SIG, cartographie. Donc je m'appuie sur ce modèle et je choisis le groupe dans lequel je veux saisir ma métadonnée. Donc là on a dit qu'on allait le faire dans le groupe Banque mondiale. Et je vais pouvoir créer. Alors une petite précision, ici on a la possibilité de dire qu'on veut créer et publier. Alors je suis surpris qu'il me... Ah oui, c'est que du coup, toutes les personnes du groupe pourront la modifier. Sinon par défaut, je suis juste l'auteur et propriétaire et je suis le seul à pouvoir les modifier. Donc je vais juste créer normalement ma fiche. Voilà. Donc là je pars d'un modèle qui du coup me remplit un certain nombre de champs et que je vais pouvoir renommer à ma façon. Donc par exemple ici je vais dire que c'est un programme Make the Desert Green Again. Il y a les acronymes à la Banque mondiale, donc voilà. Comme ça on va savoir que c'est dans ce programme là. Et zone d'expérimentation contre la décation.
Je vais pouvoir ici saisir une date. Donc là, c'est la date de publication. Désolé, mon imprimante décide de faire des siennes. Donc voilà, date de publication, donc c'est aujourd'hui. Je vais décrire ici donc un petit résumé de la ressource. Donc là, c'est tout ce que je pourrais pas placer ailleurs. C'est globalement, c'est ce qu'on va pouvoir souvent retrouver comme résumé d'un article, etc. C'est la même idée. Donc expérimentation pour la lutte contre la désertification, incluant la création, taille, la permaculture, autre c'est des captations de l'humidité. Voilà. Donc un résumé pour pareil bidon. L'idée étant d'utiliser un certain nombre de termes aussi qui vont pouvoir servir à l'indexation, donc à la recherche, et de documenter vite fait. C'est-à-dire que ça va être le petit résumé qui sera affiché, qui permettra de voir vite fait de quoi il s'agit. On le retrouve en fait ici. C'est le résumé que nous volions ici. Donc il a quand même son importance. La recherche, c'est ce qui va faire que les gens vont s'arrêter ou pas sur votre donnée, en général. Donc ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. L'état de la métadonnée, savoir si elle est finie, si elle est encore, pas de la métadonnée, de la donnée. Donc savoir si elle est encore en cours de création, mise à jour, si elle a été finalisée, etc. Donc par exemple, on va dire qu'elle a été finalisée, là on a fait, ou pas, parce que le programme peut être encore en cours. On va mettre mise à jour continue. Le point de contact. Donc ici par exemple, donc, l'organisation. Pour l'instant on a dit que c'était une donnée banque mondiale, donc on va dire que c'est la Banque mondiale. Et ici, le nom de la personne, par exemple, ça va pas forcément être M. Dupont du coup, parce que lui il n'est pas à la Banque mondiale, on va dire qu'il est juste consultant temporaire. Donc là on va donner euh, un point de contact. Ici je peux définir les différents rôles. Donc à l'origine 2 ça pourrait être par exemple M. Dupont. Et donc ici, je vais dire que la personne, bah, par exemple, on va dire que c'est moi, Jean Pommier, avec, voilà, avec un mail en worldbank.org. Après, en fait, c'est pas la meilleure pratique. Dans l'idéal, ce qui se dit, c'est qu'il vaudrait mieux avoir une adresse mail qui va être liée au programme, au groupe, plutôt que à une personne, parce que la personne, elle peut changer. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'une adresse mail aurait été définie spécifiquement pour ce programme et ensuite à charge en interne à rediriger vers les personnes qui vont bien. Mais comme ça, on lit le programme ou le groupe plutôt qu'une personne individuelle qui, elle, peut changer plus facilement. Donc ça, c'est la façon pour saisir directement. On verra qu'on a aussi la possibilité d'utiliser un annuaire. Et par exemple, ici dans l'annuaire, j'ai déjà Monsieur Marcel Dupont qui était documenté. Je peux le sélectionner. Je peux le choisir ici de deux façons, soit l'ajouter, soit le mettre en lien. L'avantage du lien, c'est qu'en fait, c'est une référence à l'annuaire, à une entrée d'annuaire. On verra ça plus tard. Il fait que si je change l'entrée d'annuaire, par exemple si son mail change, ça va être changé partout dans les fiches. Ça évite de devoir remodifier manuellement des choses qui ont déjà été éditées. Donc je vais faire plutôt un lien, et je vais dire que lui il est à l'origine 2, par exemple. Parce que c'est lui qui a saisi ces données. Donc voilà, je peux avoir plusieurs points de contact pour la ressource. Fréquence de mise à jour, donc là on peut documenter une mise à jour régulière ou pas. On va laisser lorsque nécessaire pour l'instant. Contact pour la mise à jour, bah, par exemple, si justement il y a besoin que ce soit mis à jour, ça pourrait être. Alors, on n'est pas obligé, mais on peut avoir aussi quelqu'un. Donc, on va mettre Monsieur Marcel Dupont comme point de contact, parce que c'est lui qui est toujours en train de gérer ces données. Ensuite, on va remplir des mots-clés. Alors, les mots-clés, on en a plusieurs types. Alors, on a des mots-clés libres, on peut saisir des mots-clés libres. Donc ici, on peut définir le type de mots-clés, si c'est la localisation, la discipline du thème, et saisir ici les entrées libres.
Quand on en veut une nouvelle, on va cliquer sur ce bouton. On peut aussi utiliser des thésaurus, et ça c'est quand même la pratique la plus intéressante. Par exemple, voilà, si je suis ici donc j'ai un thésaurus ici de lieu géographique, et si par exemple ici je commence à taper, je vais tomber directement sur Niger. Par contre, je suis pas sûr d'avoir un meilleur niveau de précision. Est-ce que je vais trouver Agadez? Je ne pense pas. C'est un niveau assez haut, assez limité, c'est le niveau mondial. Et je vais pouvoir rajouter des mots-clés depuis un thésaurus. Par exemple, ici on a un deuxième thésaurus, on a Gmet, un thésaurus assez globalement reconnu. Et par exemple, je vais pouvoir creuser des concepts. Est-ce que j'ai désertification? Alors si je commence à taper, en fait, il va me faire de l'autocomplétion, ce qui est parfois souvent plus facile que d'essayer de creuser dans la hiérarchie, parce que c'est un thésaurus hiérarchique. Un thésaurus, c'est un ensemble de mots-clés, c'est de mots. Euh, donc, protection, etc. Donc là, je peux en avoir un certain nombre, ça va aller assez vite d'en avoir plein. L'avantage d'un thésaurus par rapport à des mots-clés libres, c'est que dans un thésaurus, alors est-ce qu'on va avoir un Zai? C'est pas sûr. Pas avoir Zai. Là, par exemple, ça, je vais le rajouter en clé. L'avantage d'un thésaurus, c'est que ça nous fait des mots-clés qui sont reproductibles, c'est-à-dire qu'ils seront toujours saisis exactement de la même façon. Si les mots-clés libres, le problème, c'est les fautes de frappe, c'est est-ce que je vais mettre un accent, pas un accent, une majuscule, pas une majuscule, et écrire tout en majuscule, tout en minuscule, etc. Ce qui fait que du coup, comme la classification des métadonnées ensuite se fait selon les mots-clés, ça veut dire que les mots-clés libres vont être beaucoup moins efficaces pour regrouper des métadonnées entre elles. Alors que si on utilise les thésaurus, on aura beaucoup plus facilement un regroupement en fait de fiches de métadonnées, ce qui facilitera ensuite la recherche. Donc c'est intéressant de passer un petit peu de temps quand même à essayer de trouver les mots-clés qui décrivent bien notre problématique, que ce soit via un thésaurus ou via des mots-clés libres. Alors les contraintes sur la ressource, c'est intéressant de documenter ça aussi. On peut quand même avoir un certain nombre de types de contraintes. Euh, et éventuellement ne pas en avoir. L'utilisation et contraintes d'accès, pour ne pas en avoir du tout. Alors, type de représentation spatiale, vecteur, a priori c'est vecteur puisqu'on a choisi un modèle de métadonnées pour données vectorielles, mais c'est là que vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir d'autres types de représentation spatiale, que ce soit du réacteur, de la grille régulière, etc. Résolution spatiale, ça va nous donner une idée de l'échelle de référence. Alors, c'est pas toujours une échelle bien précise parce qu'en fait, une donnée vectorielle, c'est zoomable et dézoomable, c'est pas lié à une échelle. Mais par contre, ça nous fait une échelle, on va dire, de référence. C'est-à-dire que c'est considéré comme quelque chose à utiliser au millionième, au 100 millième, au 25 millième. Donc par exemple, là, bon, la donnée que j'ai fait, qui est fictive, elle est assez grossière, mais sinon, sur un inventaire de ce type-là, on va supposer que les placettes, elles ont été définies de façon assez précise, donc on va dire au 25 millième. La langue de la ressource, c'est le français, ça va bien. L'encodage par défaut, on va dire que c'est de l'UTF-8, alors pas forcément, ça peut varier, parce qu'ici on parle de l'encodage des données dans ma donnée. Là je vais utiliser un shapefile, alors mon shapefile à moi, il a été fait sous Linux, donc ça va être de l'UTF-8. Mais si vous utilisez un outil sous Windows, vous avez de fortes chances d'avoir un encodage
différent, ça sera notamment en général du 80 59 part 1 ou 15. Euh, donc ce sera en général un 88-59, c'est ce qu'on appelle l'encodage latin, c'est ce qui est utilisé par Windows. Donc ça sera celui-là en général. Voilà, bon, pour la démonstration, donc on va faire ça comme ça. Alors c'est quelque chose que vous pouvez définir par défaut comme ça dans un modèle de métadonnées, ce qui vous permettra de ne pas avoir à y penser à chaque fois. La catégorie ISO, en fait, le standard ISO prévoit des listes de codes de valeurs pour un certain nombre de choses et notamment pour une définition de catégories. Et voilà. Ça devrait me proposer le choix qui sont affichés en anglais, c'est dommage parce qu'ils sont disponibles aussi en français. Et, donc, on parle de l'environnement essentiellement. Donc ça c'est pareil, c'est des catégories donc prédéfinies et qui vont permettre de ranger nos métadonnées dans des grandes catégories. Étendue temporelle, bon bah si jamais par exemple on est en train de parler d'un programme qui a commencé en fin août, en mi-août 2020 et qui n'est pas fini puisqu'on a dit qu'on était encore en cours de réalisation et qui finira bah, par exemple un programme d'un an donc qui finira à mi-août 2021. Voilà, donc là je peux définir une emprise temporelle de ce projet-là. L'emprise par défaut est positionnée ici sur le Niger, mais je vais avoir plusieurs moyens pour changer l'emprise. Donc l'emprise, c'est l'étendue géographique concernée par ma donnée. Donc selon si je publie ma donnée dans un serveur cartographique, mais là on va pas voir ça ce coup-ci, ce sera l'objet d'un autre tutoriel, mais ça pourrait permettre de récupérer l'emprise à partir de la donnée elle-même. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir par exemple faire une recherche dans GeoNames et peut-être chercher Agadez, voir s'il me le trouve. Apparemment pas. J'ai l'impression que le service GeoNames a l'air d'être cassé. Et du coup, tant pis, du coup, une autre possibilité, donc je peux aussi taper les coordonnées géographiques ici qui sont des coordonnées en EPSG 4326 ou alors les avoir en Mercator. Et sinon, je vais pouvoir dessiner la zone à la main. Voilà, dire que la zone dans laquelle j'ai des données, c'est celle-là. Donc ici, il y a des informations complémentaires. Donc là, c'est tout ce qu'on va pouvoir avoir envie de rajouter. S'il vous plaît, ne laissez pas les valeurs par défaut parce que ça va vous faire des métadonnées qui vont être très laides à utiliser. C'est bien pour un modèle, mais quand vous passez à l'édition d'une fiche réelle, enlevez-les. Donc là, on va pouvoir mettre toutes les informations complémentaires. Donc par exemple, les informations de comment ça a été, comment les données ont été saisies. Donc zonage des placettes numérisées à partir de données satellites. De données satellites d'occupation du sol, par exemple. Donc voilà, avec de la pertinence. C et mise à jour via des outils PS mobile. Voilà. Donc là, on explique comment ça a été réalisé, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un dessin via données satellites et ensuite on a été affiné un petit peu le tracé localement. Alors le code du système de référence, il est conseillé d'utiliser les codes EPSG, donc ici EPSG 4326, ça définit de façon explicite qu'on est
C'est une projection latitude-longitude. Format de distribution ici, il n'a pas été défini. Mieux. Information sur la qualité des données. Ici, on va déterminer la catégorie dans laquelle ça rentre. Donc, pour de la donnée SIG, on sera presque toujours dans du jeu de données. Un jeu de données, c'est en fait ce qu'on appelle nous souvent une donnée. Et du coup, voilà, c'est juste dire, c'est la traduction de dataset en anglais qui en fait signifie une collection d'éléments géographiques. C'est ce qu'on appelle un jeu de données. Donc la généalogie, là, ça va être sur... en même temps, c'est un petit peu ce que j'ai déjà donné sur les informations supplémentaires. C'est que d'où elle provient, comment elle a été créée, donc en fait on pourrait avoir quasiment la même chose. En fait, c'est peut-être plus là-bas que ça appartient, et ici on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires à faire, je peux les enlever et mettre ici une généalogie. Ça me permet de savoir comment la donnée a été produite. Et ensuite, on a une petite section qui est dédiée à la métadonnée elle-même. Donc jusque-là, on était en train de décrire la donnée qui va être associée. Et là, on va juste avoir une petite section liée à la métadonnée. Donc la métadonnée était décrite en français. L'encodage, ce coup-ci, lui, en tout cas, il est toujours en UTF-8 parce qu'il va se faire dans la fiche, pardon. On peut avoir des relations hiérarchiques de type parent-enfant sur les fiches. Par exemple, si une fiche va décrire globalement un programme et on va ensuite, on aura d'autres fiches qui vont être dédiées à différents aspects du programme. On pourra avoir un lien comme ça de parentalité. Voilà, donc par défaut là, c'est et je vais prendre un point de contact. Donc le point de contact, c'est celui qui a écrit la métadonnée. Donc je suis Marcel Dupont. Marcel Dupont ici. Voilà. Donc j'ai un point de contact ici vide que je vais supprimer. Voilà. Et on a une fiche de métadonnées qui est relativement complète. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est un aperçu, savoir à quoi ça ressemble. Donc je vais pouvoir ici, dans le bouton en haut à droite, ajouter. Je vais ajouter et créer un lien vers une ressource en ligne. C'est pas tout à fait explicite pour les aperçus, il faut le savoir. Et je vais aller chercher, j'en ai déjà créé un, donc je vais chercher l'aperçu ici, une image. Quand c'est chargé, voilà. J'ai ici une ligne de fichiers associés à ma métadonnée. On va en avoir d'autres, on va voir tout à l'heure. Si je clique dessus, en fait, ça va déjà me pré-remplir en fait les informations qui vont. Donc, donner un nom, option. Voilà, donc ça va être stocké et associé, donc stocké en interne par GeoNetwork et associé en fait à la. Zut. Oui, ça, je ici. Stocké en aperçu. En fait, ici j'ai le choix, soit en ressources en ligne, soit en aperçu. Donc là, en fait, c'est un aperçu. Cours de traitement qui est compteur. On va supprimer, on va recommencer. Il y a un aperçu à partir du fichier que j'ai déjà déposé, sinon en fait quand on a déjà une visualisation cartographique on peut l'utiliser. Sauvegarde. Voilà, et l'aperçu il est sauvegardé. Bon donc on a vu qu'on pouvait aussi ajouter de la ressource en ligne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter, je vais attacher euh, le fichier shapefile de mes placettes. Comme ça va être la donnée de référence associée à la fiche. Faire ça. Donc en fait un shapefile, vous le savez sans doute déjà,
ça contient plusieurs fichiers. Donc on a par défaut minimum un fichier en SHP, un fichier DBF qui est la base de données associée, et le SHX qui fait le lien entre le SHP et le DBF. Ensuite on a un fichier de projection, PRJ souvent, et d'autres formats, d'autres extensions qui sont associées à différents usages. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qui est utilisé par qui. Par contre, ce qui est important, c'est de tout attacher ensemble. Donc quand on va attacher, on ne va pas mettre les fichiers un par un. En fait, on va les regrouper, on va créer une archive zip. Alors là, vous utilisez l'outil que vous avez vous. Moi, je vais utiliser le mien dans mon système et qui me permet de faire ici sur le format. Je vais faire un format zip parce que tout le monde sait ouvrir un fichier zip. Et voilà, donc j'ai un fichier zip, il m'a pas nommé comme je veux. Fichier listé, voilà, donc je vais un fichier zone.zip et c'est lui que je vais attacher. Je vais créer un lien vers la ressource en ligne. Je vais aller sélectionner mon fichier. Alors vous avez vu qu'on peut aussi faire du drag and drop, hein. Prendre depuis son explorateur et le glisser là-dessus. Télécharge, du coup il est listé ici. Et toujours pareil, si c'est pas l'origine de la récupérer. Si je clique ici, en fait, sur le fichier, ça va directement remplir le lien vers l'emplacement en fait où est stocké en interne le network stock fichier. C'est un fichier ici à télécharger, c'est bien le cas. Et je vais pouvoir dire que c'est un shapefile asset. Voilà, ici si je veux, je peux avoir une description. Euh, un shapefile des placettes d'expérience, etc. Et je vais ajouter ma ressource en ligne. Ça prend un peu de temps. J'ai l'impression que de temps en temps les ressources réseau marchent un peu moins bien. Voilà, ça y est. Donc on a le fichier attaché, on a l'imagette, et maintenant je pense qu'on peut finir d'enregistrer la fiche. Alors c'est une bonne idée, comme on est sur un éditeur en ligne, de faire des sauvegardes régulières en cours d'édition, parce que ça va vous permettre que s'il y a un problème de réseau ou quoi qui va vous faire rater ensuite, vous ne perdez pas tout le travail que vous venez de faire de saisie. Alors là on vient de prendre un peu de temps, mais si vous refaites le tour, vous verrez qu'il n'y a pas tant de choses que ça à remplir et que ça peut aller assez vite. Mais bon, malgré tout, si vous faites enregistrer ici sur ce bouton enregistrer la fiche, vous restez dans l'éditeur, donc en fait ça vous permet juste de sauvegarder le travail en cours. Alors que si vous faites enregistrer et fermer, vous en sortez. Donc là je vais enregistrer déjà pour vérifier que tout est bien. Le serveur est un peu lent en ce moment. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a aussi des outils de validation. Donc ça, on verra peut-être ça sur la prochaine vidéo, mais ça permet de valider la, la validité de votre fiche selon différents critères, notamment selon les critères de validité XML qui définissent le standard en fait, les critères du standard, qui on va dire que c'est le minimum à obtenir. C'est bien d'avoir des fiches valides quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Alors je peux vous montrer qu'on a aussi la possibilité de saisir, d'enregistrer notre fiche, non pas en tant que fiche de métadonnées, mais comme modèle, c'est-à-dire de créer un nouveau modèle à partir du modèle qu'on avait pris en départ. Ça va vous permettre de faire des modèles beaucoup plus précis, ce qui fait que si vous avez plusieurs données à saisir qui se ressemblent beaucoup, vous allez gagner énormément de temps à avoir déjà de pré-rempli les contacts, etc. Donc ça peut être très pratique. Je vous montrerai aussi comment peut saisir une nouvelle métadonnée de façon assez facile. Donc les modèles, c'est une façon, on a une autre façon de le faire. Un dernier truc que je voudrais vous montrer, c'est ici la vue. Donc on a vu qu'on avait un formulaire ici, ça c'est le formulaire simple. On peut avoir
un affichage plus complet qui va nous permettre d'accéder à beaucoup plus de choses. Et notamment, ça peut être intéressant si on ne trouve pas l'élément qu'on veut saisir ou si on l'a supprimé accidentellement, ça permet de le récupérer. J'espère que ça va charger. Vraiment lent aujourd'hui. Voilà. Donc on a ici du coup maintenant des onglets qui reprennent les différents blocs qu'on a vus tout à l'heure. Donc là par exemple l'onglet métadonnées nous donne les informations liées à la métadonnée. On voit qu'on a beaucoup plus d'éléments qui sont souvent vides avec juste un plus qui permet de les rajouter. Bon ça c'est, on va dire, c'est pratique quand on veut rajouter des éléments qui ne sont pas proposés par défaut dans notre modèle. Mais souvent il faut quand même savoir un petit peu précisément où on va. Un autre affichage, un autre mode d'affichage qui permet de faire des choses très précises mais où il faut savoir où on va, c'est l'affichage en XML. L'affichage en XML, en fait, tous ces formulaires qu'on voit, c'est des interfaces graphiques qui se posent par-dessus le format, la métadonnée elle-même, qui elle est structurée en XML. Le XML, c'est un code avec des balises. Ici, par exemple, une balise ouvrante caractère string, une balise fermante caractère string, avec la valeur au milieu. Donc pour les gens qui savent manipuler un peu du XML et qui savent comment est fichu le standard, ça peut être très pratique, notamment quand il y a des petites choses qui bloquent le fonctionnement de l'éditeur. Ça arrive de temps en temps qu'il faille venir nettoyer ou régler quelque chose là-dedans. Et c'est par exemple, des fois, par exemple, ça sera en réaction à un rapport de validation. Alors je reviens sur le simple, je sais pas sûr qu'elle valide d'ailleurs celle-là. Je n'ai pas testé, on peut éventuellement, voilà, on va demander une validation. Alors, voilà, la validation, je vais avoir différents niveaux de validation et ici, je vois que j'ai un certain nombre d'erreurs. Je vais pouvoir demander à afficher ici les erreurs. Erreurs qui sont affichées. Donc en fait, ça veut dire que j'ai 21 règles qui passent sur 23 et j'ai 2 erreurs ici sur les contraintes. Donc, parce que j'étais un petit peu vite ici sur les contraintes. Contraintes, c'est libre. Ah, déjà là, ça devrait m'en régler une. Voilà, il me reste juste ma distribution. Valeur, c'était c'est ça. Si jamais je passe peut-être en vue ici. Format, voilà, les valeurs. File. Par défaut, il me propose, et ça c'était pas proposé tout à l'heure. Je vais ici enregistrer, normalement maintenant, ma métadonnée est valide. Voilà, donc une bonne illustration de l'intérêt des fois de passer en vue avancée quand c'est mal fait sur la vue par défaut. Bon voilà, donc on a une donnée valide qui est propre, donc je vais maintenant la fermer. Ça permet sur quel groupe c'est. Le versionnage on dit pour l'instant. Les catégories, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé dans la partie interface graphique. Donc, voilà. Je vais enregistrer et fermer ma fiche. Ça prend un peu de temps.
Donc apparemment il y a eu un petit problème réseau, mais elle a été sauvegardée. Euh, donc maintenant ma fiche, elle est ici, elle est sauvegardée. Je peux aller la visualiser. Donc, décidément un peu long, on va laisser le temps que ça charge. Pendant ce temps-là, je vais commenter quelque chose. Si j'affiche uniquement mes fiches, on s'y voit. Donc la diffusion, la publication. Ici, la gestion des privilèges, je vais pouvoir définir par défaut, c'est publié dans le groupe Banque mondiale et je suis l'auteur et c'est tout. Donc je peux déjà choisir que tous les collègues de la Banque mondiale peuvent l'éditer s'ils ont et le partager avec d'autres organismes. Ce que je ne peux pas faire, c'est le rendre public. Donc pour le rendre public, il faut avoir un statut un peu plus important et on va regarder ça juste après. En attendant que ça charge, ça a l'air d'avoir toujours du mal. Je vais vous montrer aussi une autre possibilité qui est intéressante, qui est la duplication. La duplication, ça va vous permettre, si vous le dupliquez, de créer une nouvelle métadonnée, une nouvelle fiche, qui va être une copie exacte de celle-ci. Alors, l'intérêt de la duplication, c'est que par exemple, c'est une alternative à l'utilisation d'un modèle bien précis. Si vous avez deux fiches, deux données qui sont très proches en fait, que vous allez documenter, soit vous allez vous faire un modèle qui vous permettra de faire servir de référence pour éviter de retaper des choses qui sont communes, soit en fait, si par exemple c'est juste pour deux fiches, ça vaut pas le coup, donc vous allez juste dupliquer l'existante et modifier uniquement les entrées qui vous intéressent. Donc si vous dupliquez, ça va se passer comme si vous avez utilisé un modèle. Vous choisissez dans quel groupe et vous pouvez créer et en fait on va se retrouver à éditer la nouvelle fiche. C'est pas la même, mais le contenu sera exactement le même. La fiche c'est leur réseau nous pose quelques temps. Que le serveur est en difficulté. Donc il me l'a pas dupliqué, il me l'a pas sauvegardé pour l'instant. Ok, ça reste trop. Donc tant pis. Donc c'est comme ça que ça se passe. On duplique et on va se retrouver dans une interface édition exactement la même que tout à l'heure. Il ne faudra pas oublier de changer évidemment quelques différences. Ce que je vais pousser jusqu'au bout là, c'est la possibilité d'éditer. Donc ça va pas être possible pour notre utilisateur M Dupont, ou alors il faut qu'il monte un grade. Et là par exemple, je vais vous montrer ce qui se passe si jamais quelqu'un d'autre de la Banque mondiale, avec un statut plus élevé, relecteur en fait, il faut avoir un statut relecteur, ou administrateur total, l'administrateur total peut tout faire. Et je vais aller dans mes management, je suis sur onglet. Pas mes fiches qui m'intéressent. Décidément, pas gâté sur le réseau aujourd'hui, ça a l'air de ramer un peu. Voilà, les zones d'expérimentation, c'est ce qui vient d'être édité par Marcel Dupont. Et donc en fait, au niveau des privilèges, moi j'ai les droits, donc je vais pouvoir dire que je la rends publique pour tout le monde. Et maintenant, si je déconnecte, voilà, je le retrouve ici dans les métadonnées. Donc avec l'imagette qu'on avait définie, le résumé,
un élément en téléchargement qui n'a pas été autorisé au téléchargement public. Je n'ai pas coché, donc en fait les gens savent que ça existe mais ne peuvent pas la récupérer, sinon en fait il faudrait que je le définisse. Alors je peux aussi passer en édition. On avait vu tout à l'heure une façon pour aller rééditer et modifier une métadonnée. Je peux aussi passer par ici et ici et pouvoir gérer les privilèges. Remis en ordre. Par exemple, je pourrais cocher ici sur téléchargement et carte interactive, mais sauf qu'il n'y a de toute façon pas de données de cartographie dynamique qui a été définie. Donc tout ce qui est mis en public, évidemment, est valide pour tout le monde, donc je n'ai pas besoin de cocher toute la colonne si c'est en public, tout le monde. Voilà, comme c'est une donnée fictive, je vais, pour la fin de cette vidéo, l'enlever, garder ma métadonnée à moi. Sauvegarde, je vais ça m'a pas... Ah mais si, mais parce que moi je l'ai identifié donc je le vois. Si je me déconnecte, je... Ah donc on a perdu. Voilà. Et pour l'instant je vais garder cette donnée parce qu'elle servira sur le tutoriel suivant. Mais là déjà on a vu un certain nombre d'éléments liés à la métadonnée. La vidéo est suffisamment longue pour aujourd'hui. Je me mets là et je vous dis à bientôt. Au revoir.